pour l'été, Ouais. c'est pas le volume, c'est la vitesse qui nous intéresse. Et la vitesse, c'est le déphasage. Si je fais la surface du toit plus celle du pignon, que je les additionne, Ouais, et que je compare à la surface au sol, C'est- j'ai 20% de surface tout à en fait, plus, oui, oui, bien ou sûr. 30%. Donc j'ai 20 ou 30% de fuite en plus. Vous êtes convaincu d'écologie, Ouais. et donc vous dites, bon, il faut quand même qu'on tourne avec quelque chose qui piège du carbone à long terme. Ouais. Et aller mettre une membrane en continu qui va remonter dans les chevrons, Oui. retourner là, redescendre, hop, Ouais. etc. Mission quasi impossible. Si vous voulez isoler au toit, il faut aussi que vous isoliez le pignon. Les industriels sont des gens qui, et on les comprend, disent il faut qu'on aille vers le meilleur possible. Eux, ils sont en train de chercher la performance pour la performance. Bah, on peut faire de la course à pied et se faire plaisir sans s'appeler Usain Bolt. Ouais, donc là, la panne a creusé un peu, mais bon, il n'y a rien de bien grave. Il y a eu du traitement de charpente qui a été fait. J'ai vu en bas quelques petites traces ça doit être de la vrillette dans les poutres, dans la poutraison. Mais faut pas Au rez-de-chaussée, vous voulez dire? Non, à l'étage en dessous. Ouais, D'accord. Ouais, c'est des petits trous, où est-ce qu'on va en voir là Oui, il y a des... Ouais, non, ici, il n'y a même pas... Si, tiens, voilà, des petits trous comme ça. Ouais. Et ça, bah, si vous avez un indélicat qui vient et qui voit ça, il dit, ouais, vous avez vu, vous avez des vers dans votre charpente, là. Oui, c'est ça. Alors, bah oui, c'est vrai. C'est le bon prétexte pour... Bah oui, là, ouais, il passe là, il dit, regardez, là, ouais. vous vous rendez compte, là, les attaques que vous avez, là? Il faut qu'on vous traite ça, mon pauvre monsieur. Je crois que c'est un peu ça. Et bah oui, et puis c'est parti. Je pense. Voilà. Sachant que les vrillettes, faut des dizaines, voire peut-être centaines d'années pour qu'elles mangent une charpente. Hein. Non, il n'y a pas lieu d'aller traiter ça. Hein. En plus, vous m'avez dit 950 ? Au moins, oui. Ouais. Bah, les insectes qui viennent à ce niveau-là, il n'y a plus beaucoup. Hein. Insectes xylophages. Hein. Donc non. Bon, ça a été fait. Hein. Mais non, il n'y a rien de particulier à dire là. Par contre, punaise, je suis surpris. La volige, là, normalement, c'est beaucoup plus fin que ça, la volige. Mais bon, le bois était pas cher par là. Il était disponible facilement. Bah oui. Donc, elle est épaisse. Mais il n'y a pas de conséquences. C'est plutôt plus solide. Ouais. Voilà, et du coup, ben, l'idée, c'est pareil, c'est d'isoler sous le toit plutôt que... Voilà, c'est une bonne idée. On va en causer. Maintenant, vous pouvez garder votre bazar et isoler quand même. Hein. Isoler. Au sol ? Au sol ? Bah ouais. Ah bon ? Bah ouais. Mais après... Vous allez perdre de la hauteur. Mais c'est rigide après Oui, oui. Parce que là, vous allez aussi perdre de la hauteur en haut, au niveau du toit. Non, mais je vais vous expliquer tout ça. Il va falloir mettre au moins 30-35 cm. Là, on a du chevron qui doit faire 70 mm, à peu près. Donc, il faut que vous gardiez un filet d'air pour ventiler vos tuiles. Ça, c'est obligatoire. Il faut que vous gardiez, pour moi, au moins 20 mm. Ouais. C'est-à-dire que sur 70, il n'y aurait plus que 5 cm. Ouais. Et donc, pour aller mettre du panneau isolant de 5 cm, déjà, en plus, mettre le panneau isolant, il faut qu'il soit vraiment bien plaqué tout autour et tout, ça va être complexe. Il faut empêcher le courant d'air de traverser l'isolant. Ouais. Donc, il faut une membrane en continu. Ouais. Et aller mettre une membrane en continu qui va remonter dans les chevrons, retourner là, redescendre, hop, etc. Mission quasi impossible. Ouais, donc il faudrait mettre quelque chose donc directement. En règle générale, on le met là. Donc si on prend 30 cm d'isolant pour le ramener là, ben, on est déjà très bas. Et justement, ouais, l'épaisseur minimum 30, mais c'est vraiment un minimum. Ouais, c'est vraiment un minimum. Ouais, hein. D'accord. Parce qu'on va travailler avec des isolants biosourcés. Oui, hein. On va travailler avec une laine de bois, une laine de lin, une laine de chanvre, une laine d'herbe, une laine de coton, une ouate de cellulose. Il y a plein d'options possibles.
Et on a des lambdas de l'ordre de 0. Alors, un peu technique, mais c'est le coefficient qui exprime la valeur, la capacité de l'isolant à ralentir la migration de la chaleur vers l'extérieur, enfin sur l'autre face. Hein. Et donc, un lambda, plus il est bas, meilleur il est. Et là, on va avoir un lambda de 0,038 à 0,040 à peu près, dans ces matériaux-là. Si on passe avec une laine de verre relativement récente et performante, on va être à 0,032. Donc on est quand même déjà bien meilleur. Et si on passe avec un polystyrène ou un polyuréthane, on peut descendre à 0,024. Ça, c'est pour la performance de migration de la chaleur. Mais après, en fonction de ça, il y a un problème de vitesse de transfert. Il y a le volume qui est transporté, il y a le transfert, la vitesse de transfert. Or, comme l'épaisseur que l'on met, c'est une combinaison du lambda par l'épaisseur qui nous permet d'atteindre une valeur théorique, un R, qui va vous permettre, ce R, non pas d'avoir une performance réelle, mais un niveau de performance qui est qualifié. On dit « Ah, j'ai un R de 7 ». Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Derrière, il n'y a pas plus de référence que ça. Et pour avoir des primes, des aides, des subventions, vous avez un R minimal à atteindre. Oui, d'accord. Et donc, en fonction du lambda que vous allez avoir une épaisseur plus ou moins grande. Si le lambda est très élevé, enfin très élevé, et très performant, donc alors, faible. Le lambda, oui, c'est ça. Le lambda, voilà, c'est la valeur reconnue du matériau isolant, sa capacité à ralentir, enfin à juguler les fuites. Donc, si le lambda est très faible, donc on a une haute performance, donc je vais mettre moins d'épaisseur. Par contre, ça va jouer pour l'hiver. Mais pour l'été, c'est pas le volume, c'est la vitesse qui nous intéresse. Et la vitesse, c'est le déphasage. C'est le temps que va mettre une calorie pour passer d'une face à l'autre. Elle dépend cette fois un petit peu du lambda, mais très peu. Mais elle dépend grandement de la chaleur spécifique du matériau et de l'épaisseur mise en œuvre et de la densité. D'accord. La chaleur spécifique, c'est les joules nécessaires pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg de matière. Et la laine de verre, la laine de roche, les isolants d'origine minérale, on va dire tout ce qui est d'origine minérale, mais la brique, le béton, la pierre, le verre, tout ça, c'est 800 à 850 joules pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg. Si vous prenez du bois, c'est 2000 joules pour 1 kg. Donc, vous voyez, on a une chaleur spécifique qui est bien meilleure avec ça. Or, quand on sait que la chaleur, elle ne migre pas aussi longtemps qu'elle n'a pas saturé le matériau isolant. C'est-à-dire que quand la chaleur est là, elle ne va pas arriver là plus ou moins vite, spontanément comme ça, non. C'est qu'elle ne se déplace qu'à partir du moment où lui ne peut plus en stocker. Donc si lui ne peut plus en stocker parce qu'il est arrivé à 37 degrés et qu'on a 37 degrés, ça descend. Et plus la chaleur spécifique est élevée, plus il va falloir de temps pour chauffer la partie qui est à l'extérieur. Donc, quand je mets un matériau qui a une chaleur spécifique de 1800 à 2000, je suis 2 fois et demi plus performant à ce niveau-là que si j'ai 850. Et si je suis 2 fois et demi plus performant, il va falloir 2 fois et demi plus de temps. Mais si en plus je dis, j'ai plus de kilos au mètre cube, une laine de verre, une laine de roche en panneau, c'est des densités de l'ordre de 35 kg environ. Une laine de bois, c'est 60-70 kg. Une ouate de cellulose, c'est 60 kg. Donc on a 2 fois et demi plus de chaleur spécifique et 2 fois plus de densité. Alors c'est pas vraiment une multiplication, c'est une combinaison. Mais on est on va dire entre 4 et 6 fois plus performant, ce qui fait que lorsque vous avez un isolant d'origine minérale, à épaisseur égale, il va vous falloir 4 fois moins de temps pour que la chaleur traverse qu'avec un isolant d'origine végétale. Mais comme vous avez un meilleur lambda, vous en avez mis moins épais. Et donc, au lieu d'en avoir 30 cm avec de la laine de bois, ou de la laine de lin, ou de la ouate de cellulose ou autre, vous n'aurez peut-être que 25 cm avec votre laine de verre. Donc déjà, chaque centimètre est plus vite traversé, mais si vous avez moins de centimètres, c'est encore moins vite, c'est encore plus vite traversé. Et si vous êtes avec du polyuréthane,
Vous allez avoir une chaleur spécifique qui va être un petit peu plus élevée. Vous allez monter à 1300 joules à peu près. Mais par contre, vous avez des densités encore plus faibles et des épaisseurs encore plus faibles. C'est-à-dire que l'hiver, c'est très bien, mais l'été, c'est catastrophique. D'accord. Or, si vous isolez ici, il faut vous dire que le matelas d'air ici, il va monter en température. Et lui, il va renvoyer vers le bas. Donc, lorsque vous isolez dans le toit, vous voyez, la complexité, vous venez jusqu'à des épaisseurs comme ça, parce que comme vous voulez avoir du confort l'hiver et l'été, vous allez aller vers du végétal. En plus, vous êtes convaincu d'écologie. Et donc, vous dites, bon, il faut quand même qu'on tourne avec quelque chose qui piège du carbone à long terme. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais vous avez ça d'épaisseur. Vous arrivez jusqu'ici, quoi. Donc, et pour tout travailler ici, c'est un travail de Romain. C'est ça, oui. Et en plus, si vous voulez isoler au toit, il faut aussi que vous isoliez le pignon. Parce que lui, il va fuir aussi. Et si vous isolez le pignon, il faut aussi que vous changiez votre menuiserie. Et les petites causes et les grands effets. Hein. Donc là, on est en train de casser la tirelire, là. Et globalement, à performance intrinsèque égale au mètre carré. Si je fais la surface du toit plus celle du pignon, que je les additionne, et que je compare à la surface au sol, j'ai 20% de surface en plus, ou 30%. Donc j'ai 20 ou 30% de fuite en plus. Vous voyez, tout milite pour que vous mettiez là. D'accord, mais ça c'est très important. Et par contre, quand vous allez vouloir mettre là, ce que vous allez dire à la personne qui va faire, tu vas d'abord passer tout ce qui est là ici, ou tout ce qui est ici là. Vous allez prévoir un plancher de 30 cm de haut. Vous allez mettre des pièces de bois qui vont être sur le solivage. Vous allez mettre de l'isolant là-dedans. On parlait de ouate de cellulose ce midi au restaurant. Oui, parce que c'est pas parce qu'on cause, mais on mange quand même. Donc, voilà. Et donc... la ouate de cellulose, c'est le meilleur rapport... pour moi... entre le coût, les performances... les performances, la facilité de s'en procurer, la durabilité, le stockage du carbone, ça, pour moi, on est dans la vertu. On est dans la vertu parce que c'est déjà donc du papier journal en fin de vie qui a été recyclé, qui a été broyé, mélangé avec du bore. Et bon, bien sûr, le bore, on va pas le manger parce que c'est un reprotoxique et on va éviter. Mais une fois qu'il est mis là, ça pose zéro problème. Et donc, la ouate de cellulose, c'est du vrac. Or, quand on veut avoir un remplissage optimum, c'est plus simple. Et là, on est quand même à 2 étages et demi. Si je veux monter par les escaliers, par ici, etc., tous mes panneaux d'isolants, sachant que les isolants végétaux, c'est 1 cm d'épais pour 1 cm isolé. C'est pas comme de la laine de verre où là-dedans, on la serre aux environs de 8 ou 10 fois. C'est-à-dire que quand on coupe le plastique, on passe de quelques centimètres d'épais à un matelas de 20. C'est pas comme ça, les isolants végétaux, c'est pas ça. C'est figé, quoi. C'est figé. Donc là, ça fait un paquet de bazar à monter. Alors que dès l'instant où vous travaillez avec du vrac, la machine est en bas, les sacs sont en bas, il y a un bout de tuyau et l'opérateur est en haut, il tient c'est lui qui commande et c'est rempli. C'est sûr que c'est quand même... C'est plus simple. C'est plus simple. Et une fois que vous avez rempli d'ouate, puisque vous avez fait, donc ici, vous avez des pièces de bois qui ont été mises, qui vous ont servi de coffrage. Dessus, vous remettez de la planche de sapin que vous achetez en scierie et vous retrouvez votre stockage. Il est simplement 30 cm plus haut ou 35 cm plus haut. Et il a simplement fallu déménager ça. Mais de toute façon, pour aller travailler dans le toit, il faut le déménager aussi. Donc déménager pour déménager, c'est quand même infiniment plus simple de faire avec la deuxième solution. Et là, vous pensez que ça peut se déménager moitié-moitié, enfin, voilà. Moi, c'est comme ça que je plutôt que de le sortir, parce que si c'est chez moi, de le sortir, c'est super, c'est lourd. Si c'est chez moi, c'est ce que je fais, parce que je suis feignant. En fait, comment l'isolant plus les planches, ça va revenir quand même moins cher que... Ah, mais vous divisez par 4, 5, 6. Là, c'est pas le boulot de l'habitologue de vous dire ça, mais moi, ça a été mon activité, notre activité pendant 10 ans, faire ça. Parce que là, techniquement, comment faire ça? Non, mais je comprends. Il faut que vous mettiez votre film en continu, qui va vous servir de barrière. Puis bon, là, après, vous mettez un lito pour le tenir. Il y a un autre mur là-bas. Vous mettez un lito pour le tenir. Ici, on met une planche qui va nous ramener vers le bas.
Là, cette planche-là, on va avoir la même chose de l'autre côté. Là, il n'y a pas moyen de souffler quelque chose, quoi. Si, en faisant comme je vous dis là. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais par contre, là, autant au sol, si c'était vide, on va dire si c'est vide. Si c'est vide, au sol, alimentation en bois, préparation du plancher, hein, on n'a pas posé le plancher. Une journée et demie, terminé, c'est fini. Soufflage de la ouate de cellulose dedans, 1 heure à 2 heures. Oui. C'est fini. Et on monte avec notre stock de planches. Alors là, je ne m'embêterai pas, hein, je les ferai monter à la corde par le bazar là. Où on ouvre un 2 mètres carrés sur le toit, on met une chèvre, mais bon, ça ne me semble pas nécessaire d'aller jusque-là. Hein. Et donc, on remet dessus. Alors, avant de faire de poser la ouate, comme on a un lambris qui est quand même pas, on a vu en bas, il est, bon, voilà, c'est pas top. Donc là, il faudrait mettre un film par vapeur. Mais il se pose en continu au sol. Sous la ouate de cellulose. Sous la ouate, ouais. Le pare-vapeur, directement là-dessus, quoi. Ouais, le pare-vapeur, il doit réguler le transit de la vapeur de l'espace intérieur vers l'extérieur. Donc il se met toujours côté chaud. Si on raisonnait dans le toit, on mettrait une qualité par pluie à l'extérieur, on donne l'épaisseur, on met la qualité par vapeur à l'intérieur, et après on peut insuffler. D'accord. Mais pour insuffler, donc je vous refais le plan. Hein. Là, on met un film qui va servir de confinement pour empêcher l'isolant d'aller se coller là-dessous. Ouais. Hein. En règle générale, on prend la qualité par pluie. Il n'a pas le rôle d'un pare-pluie, puisque si on a une fuite de toit ici, ça va couler là. Donc ça veut dire qu'il n'est pas pare-pluie, mais c'est sa nature. Hein, c'est le matériau. Donc on met le pare-pluie en continu. On l'agrafe là-dessus. On met un litho au droit de chaque chevron. Contre le litho, on cloue une planche qui descend jusqu'à l'épaisseur. S'il nous faut 30, on met 30. Hein, qui descend jusqu'à l'épaisseur requise. Là, on fait une liaison pour fermer au niveau de la panne. Parce qu'il ne faut pas que ça se corresponde, et je vais vous dire pourquoi. Là, donc, on a un caisson, on a le haut, les deux côtés, le fond et le haut, puisque là, on va venir aussi mourir contre. Hein. Et donc, après, on va fermer dessous en mettant un pare-vapeur. Ce pare-vapeur, on le tient avec un litho que l'on va clouer ou visser dans la planche qu'on a mis sur le côté. On a donc ici des caissons qui deviennent étanches, les uns par rapport aux autres. S'il y a un trou comme le pouce, on s'en fout. Mais il ne faut pas que ça soit un trou comme le bras, parce que quand vous allez vouloir remplir d'un côté, vous remplissez aussi de l'autre. Une fois que ça c'est fait, par travée, ici, on fait un trou avec une croix, on envoie le tuyau, on enfile de la ouate là-dedans, on commence par le bas, parce que si je fais d'abord le haut, j'en ai qui va tomber là, c'est pas terrible, donc je fais d'abord vers le bas. Hein. Et donc, une fois que j'arrive là, je vais percer ici, une fois que j'arrive là, je tiens mon tuyau comme ça, pouf, j'ai un tout petit peu qui tombe là, c'est pas un problème, j'arrête ma machine, j'enlève, on scotche pour fermer le trou, pour avoir une continuité dans la perméance de la vapeur d'eau au niveau du pare-vapeur, hein, et je passe au trou suivant au-dessus. Pourquoi il faut que ça soit étanche les uns par rapport aux autres? Parce que on est en pente, on a de l'épaisseur, on a un matériau qui nécessite d'être maîtrisé au niveau du taux de remplissage et de la densité pour compenser les risques de tassement par gravité. Et pour ça, il faut qu'on maîtrise notre densité de mise en œuvre. Et la densité de mise en œuvre, c'est un réglage machine qui fait que lorsque la machine cale, on est bon. On arrête, on passe aux questions d'à côté. Sauf que si vous avez un trou, mettons, comme ça, comme le trou là, quand vous allez vouloir remplir là, vous allez en envoyer plein ici. Et quand vous allez vouloir venir remplir le caisson ici, vous ne pouvez plus rentrer le tuyau dedans. Et pour être sûr d'un bon remplissage, on rentre le tuyau vers le sommet, on le descend jusqu'à 30 cm environ, 20-30 cm du bout, et on remplit en reculant. Donc c'est pour la maîtrise, c'est pour des problèmes techniques de mise en œuvre qu'on est obligé d'opérer comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez effectivement votre pare-vapeur qui est apparent, avec tous des scotchages partout, on a fait des trous. Et là-dessous, dans l'épaisseur des lithos, vous pouvez balader tous les tubes électriques que vous voulez. Si vous avez des points lumineux en plafonnier ou autre, par exemple. Hein. Et après, vous pouvez mettre votre parement. Mais vous voyez, le complexe, litho, pare-pluie, planche, bouchage, par vapeur, litho, j'insuffle. Là, j'arrive.
par vapeur, non, mais je le mets en continu. C'est sûr. Et je mets les planches à champ dessus. D'un point de vue d'épaisseur? C'est la même épaisseur. D'accord. Ça ne changera pas, ça. Et là, par rapport l'épaisseur que vous avez là, l'épaisseur est importante ou pas? Oui, il faut que vous atteigniez un R déterminé en fonction que vous êtes ou là ou au toit. D'accord. Ouais. Et le R qui est donné donc, pour les aides, il est satisfaisant? Il faut s'y fier, c'est bien, voilà, il faut faire mieux, il faut faire moins bien? Ça, c'est pour les aides. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu. Voilà, je vais vous donner mon retour d'expérience. Notre retour d'expérience de spécialiste de l'isolation, ça a quand même été notre activité pendant plus de 10 ans. On a commencé en 2000 à travailler sur la ouate de cellulose et tout ce dont je vous parle là, ça, on a fait et là et là. Ça, c'est 4 à 5 fois plus de temps que là. Oui. Et c'est un peu plus de matériaux que là. Oui. Donc, c'est forcément pas moins cher, mais plus cher. Oui. Et en plus, comme on disait, il faut faire les murs, etc. Oui, etc. Oui, non, mais donc, je comprends. Oui, voilà. Non, mais donc ça, à partir de là... Non, en fait, l'idée pour moi de faire sous les toits, c'était simplement pour conserver le plancher. Mais si on peut, le conserver, c'est pas... on le conserve, oui, non, mais je comprends. Mais on en remet un autre dessus. Oui, d'accord. Et ça sera de toute façon moins coûteux que tout le bazar qu'on va faire. C'est sûr. Et puis on garde ça comme ça, moi ça me plaît. Si vraiment votre objectif c'est d'avoir des aides, vous n'avez pas le choix, il faut atteindre le R déterminé. Vous pouvez en mettre plus. Après, en mettre plus, ça ne sert à rien. C'est ça que je veux vous transmettre. Quand on a commencé en 2000, dans l'isolation dite naturelle à l'époque, on mettait 20 cm dans le toit et 10 cm dans les murs. Et avec ça, on avait droit à une médaille en or. Parce qu'on était des plus vertueux. C'était en 2000. Oui. Hein, on a eu la RT 2005. Avec la RT 2005, on dit c'est pas suffisant, faut faire mieux. Et donc, on est passé à 14 cm dans les murs et 25, 27 dans le toit. Voilà. Ça, c'était la RT 2005. Quand les gens avaient 100 mètres carrés avec une RT 97, 98, je ne me rappelle plus, peu importe, quand on avait 10 en mur, 20 en toiture, 100 mètres carrés habitables, un coin comme ici, allez, 600 € de bois, l'affaire était dite pour l'hiver. Quand on est passé avec 14,5 dans les murs, 27, 28 dans le toit, ils sont passés de 600 à 500. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Puis on a eu la RT 2012. Alors là, on a dit dans les murs, 20, 25. Le toit, 30, 35. Ils sont passés à 400. On est parti de 600 avec 10 et 20. On en met 20 et 35 pour passer de 600 euros de chauffage à l'année à 400. Mais par contre, on a multiplié par 2, 3, 4 le billet qu'il faut sortir au départ. C'est ça. Donc, quelque part, la subvention, si vous voulez l'avoir, vous n'avez pas le choix. Il faut mettre les épaisseurs requises, qui sont celles qui sont prescrites en fonction des performances des matériaux. Mais le coût reste plus élevé. Est-ce que ce n'est pas un effet d'aubaine qui nous provoque à faire quelque chose qui n'est pas amortissable et pas rentable? C'est ça la grande question. Oui, tout à fait. C'est un peu ma question. Voilà, c'est pour ça que je vous donne cette réponse-là. On ne peut pas vous dire ne faites pas. On peut simplement dire à un moment donné, si vous voulez avoir les aides, vous n'avez pas le choix, il faut faire. Est-ce que c'est pertinent de le faire? Non. Donc vous avez d'autres choses qui sont possibles à faire qui, elles, seraient plus pertinentes. Parce qu'en fait, oui, même si je n'ai pas droit aux aides, et que ça me revient quand même moins cher. Infiniment moins cher. Après, on va voir. Est-ce que les performances sont suffisantes? Alors, si les performances ne sont pas suffisantes, il faut voir ce que ça coûte en plus pour chauffer. Or, si ce que vous utilisez pour chauffer vous est fourni gratos ou quasiment, on s'en fout. C'est ça. Voilà. C'est un ensemble, quoi. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pour ça que quand l'artisan arrive et dit « j'ai la solution », dis donc, t'es fort pour en avoir une. Parce que moi, j'en ai 25, je ne sais pas laquelle conseiller. C'est ça. Le problème, moi, ce qu'on me propose, c'est tout standardisé, quoi. L'artisan, il est devenu... En fait, c'est pernicieux, tout ce qui s'est produit. Les industriels sont des gens qui, et on les comprend, disent il faut qu'on aille vers le meilleur possible. Parce qu'ils ont des ingénieurs qui disent tant qu'on n'est pas arrivé au bout du process et qu'on peut encore améliorer, on va essayer d'améliorer.
Voilà, sauf que eux, ils sont en train de chercher la performance pour la performance. Bah, on peut faire de la course à pied et se faire plaisir sans s'appeler Usain Bolt. Non, mais donc voilà, on n'est pas obligé d'aller chercher le top du top. Voilà, juste milieu. Quoi. Juste milieu, voilà. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est se faire plaisir. C'est déjà pas mal. Hein. Mais par contre, l'industriel, lui, il est entraîneur, lui. Tout gars qui vient courir, il dit, oh, t'es à plus de 13 secondes au 100 mètres, tu m'intéresses pas. Ah, t'es pas formé, t'es déjà à 11 secondes 5, je peux peut-être pas te faire de toi un Usain Bolt, mais on va tirer quelque chose de toi. Et là, d'un coup, voilà, il cherche. Voilà, on en est là. Et donc, une fois qu'il a fait ça, l'industriel, il a un coût de recherche et développement, il a un coût d'équipement à acheter pour atteindre industriellement la performance dans ce qu'il va vendre. Hein. Et une fois qu'il a fait ça, il dit, bah, maintenant, c'est pas le tout, il faut le vendre. Parce que j'ai été obligé d'augmenter mes prix, comment je peux faire? Et là, il envoie ses lobbyistes qui vont voir nos députés, nos sénateurs, et tout, et qui disent, mais écoutez, vous embêtez pas à rédiger, on va vous la rédiger, la loi. Hein. Et ils arrivent avec leur truc bien rédigé, à la mode de chez nous, comme pour chez nous, et bon, si je m'appelle Dupont, je vais pas favoriser Durand, on va pas être con non plus, quoi. Donc, ils font ce qui les intéresse, et à la marge, on va dire, on va peut-être pas mettre une virgule, on va mettre un point virgule, voilà, on change des trucs à la marge. Hein. Mais au final, on a des réglementations qui favorisent un tout petit peu le particulier, mais beaucoup tout le marché. C'est ça. Le fabricant, le prescripteur, le metteur en œuvre, le négoce, etc. Tout ça, ça fonctionne bien. Hein. Et après, on se rend compte qu'il y a des agrefins, on appelle comme ça, qui arrivent sur le marché, qui disent « Ah, faut atteindre un R de temps, faut un machin, faut un truc. Comment je pourrais faire pour obtenir les aides que je les touche moi, non pas le client, parce qu'on en est arrivé là quand même. Aujourd'hui, ce n'est plus le client qui fait la facture et qui se fait rembourser, c'est l'artisan, le réalisateur qui se substitue au client pour toucher les aides, que ce soit les certificats d'économie d'énergie, les ex-crédits d'impôt, etc., tout ça. Hein. Et à partir de là, le particulier perd la notion de la valeur de ce qu'il achète. Et la question que vous nous posez, l'industriel a une réponse où le poseur dit « Non mais, franchement, là, déjà dans ce qu'on vous met, il y a 50% qui vous est offert. Vous n'allez pas venir nous titiller quand même alors qu'on vous fait un tel cadeau. Quoi. Hein, et voilà comment on arrive aujourd'hui dans des situations où on ne fait plus parce que c'est performant, ou parce que c'est pertinent, ou parce que ça correspond à nos objectifs, mais parce qu'il y a une aide, et parce que celui qui est venu nous voir, il a développé un discours commercial, non pas pour expliquer en quoi vous avez intérêt, mais en quoi, lui, il va pouvoir vendre quelque chose. Et après, il se substitue à vous pour toucher les ronds. Le système est comme ça. Hein. Et résultat, on arrive aujourd'hui, par exemple, on est là en mai 2022, on a ma prime rénov qui a été lancée l'année dernière, hein, et où on entend nos ministres en charge de la chose, etc., notre Premier ministre l'autre jour. C'est un succès absolument extraordinaire, à tel point qu'on a dû trouver de l'argent en plus parce que le crédit qu'on avait développé, l'argent qu'on avait mobilisé pour ça, il n'y en a pas eu assez. Il y a eu beaucoup plus de demandes que ce qu'on imaginait. Vous vous rendez compte, etc. On a délivré, voilà. Et la Cour des comptes s'est saisie de la chose, déjà en mois de septembre l'année dernière, avant qu'il y ait une année complète. Hein. Mais attention, là, il faut voir. La réussite, c'est pas combien on a débloqué d'argent, c'est quel résultat on a obtenu en fonction de ce qu'on a débloqué. Hein. Ça va être là. Eh bien, ils ont financé, je le dis de mémoire, mais je ne pense pas me tromper, 654 000 biens ont en 2021 bénéficié d'aides, de subventions, de crédits d'impôt, d'un tas de choses pour de la rénovation énergétique. 654 000. Leur objectif, c'était, on a tous entendu parler des passoires énergétiques, c'était de dire on va faire passer 80 000 habitats de passoires énergétiques à un classement plus vertueux. 80 000 pour 654 000 dossiers. Déjà, ce n'était pas très haut au niveau de la barre. Vous savez combien ils en ont eu? 2500 sont sortis de la passoire énergétique pour aller vers mieux. 654 000 dossiers, 2500. Ridicule. 2500. C'est la Cour des comptes. Hein. Donc là, c'est pas nous. Hein. Et à un moment donné,
Et résultat, c'est à chaque campagne, ils se disent, ça n'a pas marché. Donc, on va en faire mettre un peu plus. Oui. Et l'industriel, il vend un peu plus. Oui. Et alors, pour éviter d'avoir des fraudes, on dit, ah ouais, mais il faut que l'artisan soit RGE. C'est ça. Hein, alors, RGE, initialement, c'était reconnu Grenelle Environnement. Et puis, on a changé de gouvernement, donc c'est devenu reconnu Garant Environnement. Bon, hein, donc, ne changez rien, changez de nom, tout ira bien. Hein. Et on envoie les gens et on dit, l'artisan qui va venir chez vous, il doit être RGE. Sauf que c'est un stage qui dure 3 jours, ou 2 jours, je ne sais même plus, dans lequel on vous chante la messe, le machin, le truc, et on vous dit, voilà, vous avez un petit logiciel, vous vous en servez comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et la personne qui vient, elle est certifiée RGE, mais on peut être RGE en ayant appris à utiliser administrativement et à respecter les règles. On en a un petit peu parlé ce midi. Hein, donc on fait ce qu'il faut pour rentrer dans les règles. Voilà. Hein. Et après, je fais ce que je veux. Et comme ce sont des gens qui, pour beaucoup, n'étaient même pas artisans, les plus gros faiseurs, hein, c'est des financiers qui organisent des trucs. Eux, ils savent comment gagner de l'argent avec le truc. Et après, s'il y a bénéfice pour le client, c'est bien. S'il n'y a pas bénéfice, c'est pas très grave. De toute façon, c'était pas le motif de départ pour eux. Bien sûr. Donc...